du coup, les intervenants qui font partie de la table ronde peuvent venir s'installer. Alors, comme nous avons pu le voir ce matin, nous avons abordé les acquis, du moins l'état des connaissances que nous avons pour nous appuyer sur l'agriculture biologique, comme levier majeur d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et il va être question maintenant de mettre en regard ces états de connaissances avec les acteurs de terrain pour voir justement quelles sont les possibilités, quelles sont les limites à ces différents enjeux et ces différentes mesures qui sont proposées et recommandées par la recherche. Alors avec nous à cette table ronde, nos intervenants de ce matin, et nous accueillons également Astrid Joubert de Bordeaux Métropole, et qui est donc chargée de mission gouvernance alimentaire et qui va nous évoquer le milieu de la consommation. Donc c'est une table ronde qui va s'articuler en 3 questions, où on va tirer des fils de réflexion, des sous-questions auxquelles vous n'hésitez surtout pas à interagir également. Nous aurons un temps de questions à la fin. Et donc la question de cette table ronde, pour continuer, est l'agriculture biologique, un levier majeur d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et nous démarrons tout de suite. Donc, dans quelle mesure l'agriculture biologique constitue-t-elle un levier d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à la fois des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires? Alors, peut-être Bastien et Thomas vont pouvoir nous refaire une sorte de synthèse de que dit la science sur l'atténuation de l'empreinte carbone par l'agriculture biologique. Donc, Bastien, peut-être déjà un mot sur ce qui a été déjà dit. Oui, alors sur la manière dont l'agriculture biologique contribue à atténuer ses émissions de gaz à effet de serre en agriculture, on en a donc amplement parlé ce matin. Ce qu'on voit donc, c'est un effet de l'agriculture biologique sur 2 principaux gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote et le dioxyde de carbone, et qu'on a un lien fort entre les pratiques réglementaires et induites en bio, les pratiques de fertilisation et ces réductions d'émissions. C'est vraiment ça qui est au cœur de ces écarts et de ces bénéfices de la bio. Voilà, une absence d'engrais de synthèse, un développement des légumineuses, un recours aux légumineuses, avec des effets qui sont perceptibles jusqu'à cet enjeu de stockage de carbone dans les sols agricoles. Et donc ça confère donc une sorte d'avantage à l'agriculture biologique sur cet enjeu d'atténuation du changement climatique. Il y avait majeur dans la question, donc je ne sais pas, c'est peut-être à discuter. En tout cas, ce qu'on voit dans les gains les réductions d'émissions en production végétale, c'est que c'est pas rien, 50% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en grande culture, c'est vraiment c'est important, c'est un levier qui est important. Et puis on a vu également que ça répondait à une partie de la question qui était posée, c'est-à-dire que ça, développer la bio, c'est réduire des émissions pour un secteur sur un territoire, mais que ça répond pas à cet autre enjeu qui est réduire l'impact climatique de notre alimentation, qui là est une question plus large parce qu'on regarde autre chose que la ferme, on regarde d'autres maillons, d'autres étapes de transformation-distribution, et parce qu'on a à cette échelle-là l'alimentation d'autres leviers, et comme l'a précisé Valentin, qui présentent des réductions d'émissions de l'ordre de 30 à 60% sur cette question de la réduction de la consommation de viande dans les régimes alimentaires. Et donc on voit par l'effet, par l'ordre de grandeur de ces leviers à l'échelle de l'alimentation, à quel point il est aussi important de regarder plus loin que la question de secteur agriculture et de questionner aussi nos modes d'alimentation. Pardon, oula, ça va un peu vite. Et donc sur ces questions justement d'atténuation des émissions à l'échelle alimentaire, donc Astrid, comment les territoires justement s'emparent de cette question? On l'a vu avec Valentin Bellassem que c'était compliqué, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Comment les territoires justement s'emparent de cette thématique-là?
Alors, du coup, nous, on représente un territoire assez grand en termes de nombre d'habitants, puisqu'on est à peu près quasi 900 000 habitants sur le territoire de la métropole de Bordeaux, mais en nombre de communes assez faible, puisqu'on représente 28 communes. Donc, on est là dans une stratégie de PAT, dont on entend souvent parler, et du coup, l'implication des collectivités. On vous présente rapidement là, les grands enjeux qu'a posé la métropole de Bordeaux, parce qu'effectivement, on est un territoire avec de forts enjeux en faveur de l'agriculture biologique et l'agroécologie. Alors sur un axe agricole qu'on ne va pas développer là, et si vous avez besoin d'une experte, Claire, ma collègue, est dans la salle, elle pourra répondre à vos questions. Mais sur la question qu'on pose aujourd'hui sur l'alimentation, on a un ensemble d'axes de travail, entre autres sur le développement des circuits courts et de proximité. Donc on va parler aussi de toute la logistique qui a été évoquée tout à l'heure, de l'impact carbone. Donc cette année, on va travailler sur l'identification des flux logistiques de l'alimentation sur notre territoire, parce que c'est un axe très très important. Aujourd'hui, on n'a pas du tout d'informations sur cette valeur-là. Et on a pas mal d'actions sur le PAT, sur l'accompagnement des consommateurs, tant vers le grand public avec des grosses actions de sensibilisation. Donc tout à l'heure, on le précisait avec l'intervention de Valentin, c'est très compliqué de sensibiliser le grand public à ce que doit être ou à ce qu'est une bonne alimentation, une alimentation avec l'idée de réduire les impacts environnementaux. Et l'axe sur lequel on est, entre guillemets, le plus fort, je dirais, parce qu'on a une vraie compétence à l'échelle de la métropole et ses communes, c'est la restauration collective. Non seulement parce qu'on a notre compétence, mais aussi parce qu'il y a une loi, la loi Egalim, qui impose des objectifs, entre autres en matière de produits sous SICO, donc signes de qualité, mais également agriculture biologique. Je présenterai juste après quelques chiffres. Mais voilà, en tout cas, les territoires aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on est présent à vos côtés, c'est qu'on a des actions, mais on a aussi envie de s'entourer de la recherche pour aller se poser des vraies questions sur, en tout cas sur la partie alimentation, est-ce que ce qu'on fait, c'est bien. Et pour préciser, pour information, sur la métropole de Bordeaux, donc là on vous présente un peu les grands axes, durabilité, logistique, restauration collective, mais on est aussi la première métropole de France à être labellisée sur territoire bien engagé sur le volet surfacique, puisqu'on a 20% de la surface agricole utile en agriculture biologique. Donc là c'est sur l'axe plutôt agri, mais du coup je vous présenterai également juste après les chiffres de la consommation de produits bio en restauration collective. Donc voilà un territoire engagé en faveur de la bio sur notre territoire, mais avec encore énormément de questions auxquelles on tend à répondre avec les chercheurs autour de la table. En tout cas, je l'espère pour les suites à venir. Alors justement, sur cette question de relation entre la recherche et les problématiques de terrain, comment passer de ces connaissances pour mettre en place des mesures pérennes et des mesures durables? Donc c'est un peu ce qu'on souligne par rapport à la recherche. Quelle implication pour le secteur de l'élevage, justement? Donc Bastien, peut-être que tu peux revenir un peu sur ces questions-là, et ensuite Thomas, sur les différentes problématiques, en tout cas, que soulève cette filière. Non, mais je pense que les interventions elles étaient justement assez intéressantes ce matin parce qu'elles montraient... elle montrait justement un peu ce paradoxe un peu qui est posé à l'élevage sur cette dimension climatique. On a d'une part vu que en bio, ces réductions d'émissions, elles tiennent au fait que on dispose de matières organiques qui viennent d'élevage. On a vu également que c'était des légumineuses dans les rotations, c'est bien. Après, les valoriser, c'est aussi important. Donc c'est aussi des choses que permettent de l'élevage. On a vu également que ces stocks de carbone étaient plus importants dans les prairies permanentes. Donc sur ces prairies, ou alors la question est posée, mais en tout cas sur ces prairies, c'est aussi une question d'élevage. On a vu, on a vu un peu tout ça, et donc on a vu à l'échelle ferme à quel point cette complémentarité production animale végétale, elle était aussi, elle avait en tout cas sa part d'explication dans ces cycles de l'azote et du carbone. Et puis quand on voit à l'échelle de l'alimentation, c'était la présentation d'après, on voit bien aussi l'impact que ça peut avoir à l'échelle dans l'impact gaz à effet de serre de régime alimentaire. Donc on a un peu cette vision contrastée sur les questions de l'élevage. Je pense que du coup derrière cette question de l'élevage en général, c'est important de questionner de quel élevage on parle, parce que on n'a pas une forme d'élevage. Ça soulève plusieurs questions, en particulier dans le cadre d'un développement de l'agriculture biologique.
On peut questionner le type d'élevage avec l'approche ruminant versus monogastrique, hein, avec des travaux qui ont plutôt montré que pour développer la bio, on aurait davantage recours à des élevages plutôt de ruminants pour valoriser notamment ces pluriannuels dans les rotations, etc. Et qu'on aurait plutôt tendance à réduire un peu le cheptel de monogastrique. Ça pose la question de la distribution, la répartition spatiale de ces élevages-là, qui sont aujourd'hui assez concentrés dans certaines régions. Or, on voit qu'on a besoin de rapprocher un petit peu ces cycles, en tout cas des systèmes à forte densité d'élevage avec plutôt d'autres secteurs qui sont spécialisés dans les productions végétales. Donc ça pose aussi la question de, au-delà du débat élevage pas élevage, ça pose la question de quel redéploiement spatial de l'élevage pour optimiser un peu ses atouts sur ce volet climatique. Peut-être que Thomas peut compléter justement sur le redéploiement spatial de l'élevage. Je pense notamment aux enjeux de restructuration de la filière, j'imagine. Oui, alors, peut-être pour repréciser un petit peu les choses, hein, comme je le disais tout à l'heure en introduction, réduire les émissions de gaz à effet de serre en agriculture, ça veut dire stocker du carbone dans les sols, donc c'est tout ce qui va concerner le CO2, mais c'est aussi travailler sur ces deux autres gaz qui sont vraiment spécifiques à l'agriculture, méthane et protoxyde d'azote, et qui sont beaucoup plus difficiles à gérer que le CO2 associé à la consommation d'énergie fossile, parce qu'on a affaire à des processus biologiques derrière. Et effectivement, dans quelle mesure l'élevage peut permettre de jouer sur ces cycles relatifs aux émissions de N2O et de méthane, c'est en fait assez complexe, et comme Bastien l'a dit, il faut avoir une réponse assez nuancée. Les élevages, ils peuvent nous permettre de valoriser des prairies, donc stocker du carbone dans les sols. Ils peuvent nous remplir cette fonction-là importante, qui a aussi des atouts pour la biodiversité notamment. Mais les élevages, ils contribuent aussi à, d'une part, émettre du méthane via la fermentation des ruminants, et puis venir en compétition avec les humains vis-à-vis de l'utilisation de grains que nous, humains, pouvons aussi consommer. Typiquement, le blé, aujourd'hui en France, il va majoritairement vers l'alimentation animale. Or, le blé, on peut nous-mêmes le consommer, et avec sans doute un intérêt climatique meilleur que le fait de faire passer le blé dans l'alimentation animale pour qu'ensuite nous on mange les produits animaux. Donc l'élevage, il a à la fois un aspect positif vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique, et puis il a aussi un aspect négatif. Il est clairement un contributeur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc pas de réponse unique, pas de réponse univoque. La réponse, elle va dépendre selon que on s'intéresse plutôt aux monogastriques, qui ont plutôt un effet défavorable vis-à-vis du changement climatique, ou aux ruminants, qui ont un effet plutôt favorable vis-à-vis du stockage de carbone dans les sols, mais contributeurs fortement aux émissions de méthane. Donc la réponse, elle est très nuancée, et globalement ce que montrent les résultats scientifiques, c'est que on a besoin de jouer sur 3 tableaux à la fois si on veut maximiser les bénéfices associés à l'élevage. Le premier, c'est réduire les populations d'animaux d'élevage, sans doute de 30% au moins à l'échelle mondiale. On a besoin de réduire notre population d'animaux d'élevage. La deuxième condition, c'est sans doute d'avoir peut-être un peu plus de petits ruminants et moins de gros ruminants, et puis moins de monogastriques. Donc plus de chèvres, plus de moutons sans doute, et moins de bovins, et moins de poulets et de cochons. Et enfin, c'est largement aussi redistribuer la population animale, déconcentrer les régions très concentrées, typiquement la Bretagne, la Catalogne et les Pays-Bas en Europe, et remettre sans doute de l'élevage dans les régions qui n'en ont plus, je pense à la Beauce, de sorte à remettre un peu de prairies dans ces écosystèmes-là. Ça va aussi avoir des bénéfices du point de vue du fait de rallonger les rotations, les diversifier, et ça c'est vraiment nécessaire dans les systèmes en bio, pour lesquels il faut qu'on contrôle les maladies, les ravageurs, aussi avec d'autres moyens de lutte que des pesticides. Et donc dans ces cas-là, la diversification des rotations est un levier important. L'élevage peut y contribuer. Et justement, à l'échelle du terrain, ça s'illustre aussi par votre expérience en maraîchage bio, Caroline. Donc, accompagner la transition écologique, quelles sont les méthodes justement pour y parvenir, et quelles sont aussi les limites qu'il doit y avoir? Alors là, l'objectif, c'était de vous présenter des exemples
leviers qu'on essaye de mobiliser. Merci. Alors j'ai repris l'exemple du maraîchage, même si vous allez voir, c'est une ferme vraiment peut-être à l'extrême. Donc, ouais, je vais pas y arriver comme ça. Hop, désolée. Je suis désolée. Je vous ai repris l'exemple d'une ferme qui est située dans l'agglomération de Tours, sur laquelle travaillent 4 personnes à temps plein toute l'année, il n'y a pas de saisonniers. Sur 2,5 hectares, qui fait de la vente en circuit court et surtout, alors il y a une AMAP, donc là effectivement c'est les consommateurs qui viennent sur place et un magasin sur la ferme. Là c'est la ferme qui émet le moins de gaz à effet de serre par hectare et par tonne de légumes aussi, sur celle qu'on a diagnostiquée. Des faits qu'on peut noter, c'est qu'effectivement elle a changé son groupe froid par rapport à quand elle s'est installée, où elle utilisait quelque chose, un groupe de récupération mal isolé, etc. Elle est passée à un groupe froid mieux isolé avec un gaz plus récent, donc moins réchauffant. On a une consommation de fuel très faible parce que c'est une ferme qui est très peu mécanisée, quoi. Il n'y a qu'un motoculteur. Donc effectivement, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est diffusable sur tous les systèmes, mais ça explique que cette ferme-là, c'est celle qui émet le moins. Elle fabrique ses plants et avec des substrats qui ont des alternatives de 50 à 60% de tourbe dans les substrats qu'elle utilise. Et elle limite l'utilisation des plastiques. En plus, elle a... Ah oui, mince, mais du coup, j'ai pas passé mes diapos. C'est bête. C'est pas grave. En plus, elle a mis en place sur sa ferme... D'accord. Voilà, elle a mis sur sa ferme en place pas mal d'éléments semi-naturels, c'est-à-dire que sur 2,5 hectares, on a 1 hectare de verger, de la prairie temporaire, des éléments fleuris. Donc, en gros, on a une grosse surface où on a des éléments qui sont censés faire du stock additionnel de carbone. La limite à ça, c'est qu'effectivement, comme je disais, c'est peu mécanisé, donc pas forcément reproductible partout. J'y arrive pas. Si, voilà. On peut, alors, l'aspect de changer son groupe froid, de mettre en place, alors sur d'autres aspects énergétiques, des panneaux photovoltaïques d'origine Europe, c'est quelque chose qu'on peut diffuser. Le fait de remettre des haies, des arbres et de l'agroforesterie aussi. Découvert d'interculture, il en a à chaque fois qu'il peut sur la ferme. Ça, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup mobilisé sur nos fermes, que ce soit en maraîchage ou en grande culture. On s'est rendu compte que dans les leviers d'action, en fait, en grande culture, ils en mettent avant toutes les cultures de printemps, donc on a du mal à en rajouter plus pour rajouter des facteurs de stock dans le bilan carbone. Des prairies temporaires, c'est possible quand on a, enfin je parle là en maraîchage, c'est possible quand on a la surface d'alterner entre de la prairie temporaire et des légumes, mais pour ça il faut avoir de la surface nécessaire. L'insertion de luzerne en grande culture, les bios le font déjà pas mal. Pour le faire plus, il faudrait que là la filière elle suive aussi, qu'il y ait des débouchés, parce qu'actuellement ils ont du mal à en rajouter parce qu'ils ne trouvent pas de débouchés pour rajouter de la luzerne dans l'assolement. Et après, sur les consommations de fuel, c'est... Dans certains systèmes, pour l'instant, on essaye d'y travailler, mais ça reste minime en fait, si on parle de d'éco-conduite, etc., ça reste minime ce qu'on arrive réellement à diminuer. Et sur le gasoil, là, ça dépend vraiment de la localisation de nos agriculteurs, que ce soit les maraîchers, surtout pour les maraîchers, de savoir s'ils doivent faire beaucoup de kilomètres pour aller vendre à un marché ou pas. Et si c'est pas eux qui se déplacent, effectivement, sur la ferme, il n'y a pas le bilan carbone, mais il peut être présent chez les consommateurs, quoi. Merci. Et justement, à l'échelle de Bordeaux Métropole, quel est le rôle justement des collectivités dans l'adoption des pratiques en faveur de l'agriculture biologique Quelles sont justement les mesures mises en place ? Alors là, je vais faire un zoom sur le volet restauration collective pour le coup, parce qu'on a un axe de travail assez important sur ça, déjà sur les achats. Alors là, c'est un peu une photographie à l'instant T de ce qui se passe chez nous. Donc la métropole de Bordeaux, c'est 65 000 repas par jour
uniquement sur les écoles et les sites de restauration dits adultes de nos agents. On ne prend pas du tout en compte les collèges, lycées, médico-sociaux dans ces chiffres-là. On aime bien en parler aussi, on représente à peu près sur la Restoco 500 emplois, parce qu'on parle pas, c'est bien de parler du carbone, mais on peut parler de plein d'autres choses aussi. Donc 19 cuisines centrales sur la métropole, avec 50% de mode de gestion en gestion directe, c'est-à-dire qu'on achète, on cuisine sur place, c'est-à-dire que 50% restants, c'est des sociétés de restauration collective privées qui sont prestataires des collectivités. Ça n'enlève en rien l'introduction de produits bio, d'ailleurs, selon le mode de gestion. Donc ça, c'est un peu un état de l'art. Donc on a un ensemble d'actions. La première, c'est d'accompagner à l'achat, c'est-à-dire que en Restoco, on est collectivité, donc on utilise de l'argent public. Qui dit argent public dit commande publique. Qui dit commande publique dit réglementation européenne. Donc là, on rentre dans un autre strat, c'est-à-dire que dès qu'on dépense 1 euro, on est censé formaliser une concurrence, une mise en concurrence. Surtout à l'échelle du territoire comme la métropole de Bordeaux, où en fait, à l'échelle de 65 000 repas jour, le gré à gré avec du petit producteur, c'est clairement quasi aujourd'hui, en tout cas, impossible. Donc nous, on est obligé de jouer avec la commande publique au quotidien. Mais par contre, on a plein d'astuces pour se dire comment on fait du local, comment on fait du bio, même si on n'a pas le droit de faire du local, on le fait quand même. Enfin, en tout cas, on tend à le faire. Et surtout, comment on fait du bio local, parce que c'est ça qui nous intéresse, en tout cas sur le territoire de la métropole de Bordeaux. Donc ce premier axe, c'est d'accompagner la restauration collective. Sur la slide suivante, normalement, on a des infos sur les chiffres, sur le taux d'introduction de produits bio. On a fait un peu des... bon, alors le diapo, les graphiques sont pas bons, mais on vous les enverra mis à jour. En fait, on a des groupes d'échange avec d'autres métropoles à l'échelle nationale, et en fait, on s'est rendu compte qu'on était au niveau métropolitain sur notre territoire à un état assez avancé, puisque donc pour rappel, la loi Egalim, c'est 50% de produits durables et de qualité. Dedans, on met ce qu'on appelle les SICO, qui ont été un peu présentés tout à l'heure, dont au moins 20% de bio. On parle en valeur d'achat hors taxe et non pas en volume. Sur le territoire métropolitain, en 2022, on était à 33% de bio, 48% de l'ensemble des objectifs Egalim. Donc on est largement au-dessus des moyennes souhaitées par l'État, en tout cas, et au niveau national, et quand on partage avec les autres métropoles, on est au-dessus. Et après, il y a ce qu'on appelle l'atteinte des objectifs Egalim, où là, on est à 48% en 2022. Donc du coup, on considère qu'on a quasiment atteint les objectifs. Bon, on a un peu infléchi en 2023, entre autres, parce qu'on a intégré plus de communes dans la donnée. On a quasiment toutes les communes intégrées, mais on est à 29 de bio et 45 de Egalim, tout confondu. On s'est aussi rendu compte qu'on a un gros problème d'inflation, mais tout le monde le sait. Je veux dire, on n'a plus besoin d'en parler. Ou en tout cas, soit un problème d'inflation, soit un problème de questionnement à se poser sur qui prend la marge quand on parle de la distribution, de l'approvisionnement d'un produit bio, de qualité, etc. Parce qu'il y a un gros enjeu sur cette stratégie-là. Je ne vais pas parler de ce volet-là aujourd'hui, parce qu'on n'est pas là pour en parler de ça, mais tout simplement pour dire que l'accompagnement sur notre territoire du changement de pratique en faveur de la bio, il se joue dans un premier temps, première action, sur l'acte d'achat. Donc comment on rédige nos marchés publics, comment on accompagne également la filière à approvisionner. Alors la filière, elle peut être locale ou moins locale. Nous, on va accompagner la filière locale. La moins locale, limite, elle n'a pas besoin de nous, j'ai envie de dire. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est celle qui est principalement introduite. Et ensuite, on a beaucoup d'actions, et on l'a évoqué ce matin, de formation. Donc, et au changement de pratique dans la commande publique, mais aussi sur la végétalisation de l'alimentation. C'est une priorité posée par les élus métropolitains et l'ensemble des communes, au-delà de la loi française. En fait, on n'a pas attendu la loi pour faire des choses sur le territoire de la métropole de Bordeaux. Mais du coup, voilà, on a beaucoup de plans d'action de formation des agents sur comment je mets en place la diversification des protéines végétales. Et on est sur un territoire qui n'a pas de problème à introduire des menus végétariens dans sa restauration collective. Bon, peut-être induit par le fait qu'on est sur un territoire assez urbain, etc. Il y a des questions qu'on se pose moins, en tout cas, versus des territoires très ruraux en faveur de l'élevage, pour avoir évolué avant d'arriver sur la métropole à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine sur des PAT fortement engagés dans la filière animale. Enfin voilà, on a moins cette problématique-là. Donc formation des agents, accompagnement à la stratégie achat. Je voulais aussi parler également de la sensibilisation des convives, gros axe de travail sur ça. Et cette année, puisqu'on ne l'a quasiment jamais fait, j'ai envie de dire, à l'échelle métropolitaine, on va mener un audit de tout le gaspillage alimentaire en restauration collective, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas dire
entre guillemets, on ne sait pas se positionner à l'échelle métropolitaine, hein, je parle, sur les chiffres nationaux du gaspillage alimentaire en restauration collective. Et on va même tirer le fil un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va accompagner les communes à réduire, si elles ne le font pas déjà. On le sait qu'elles le font quasiment toutes, mais on se dit peut-être qu'il y a encore un trou dans la raquette quelque part. Et surtout, on va se dire, une fois que ce gaspillage il est identifié, atténué, derrière, comment on peut faire en sorte de favoriser, entre autres, un travail sur le don alimentaire, parce que sur le PAT de Bordeaux Métropole, on travaille beaucoup sur la précarité et l'accessibilité pour tous. Donc on va essayer d'aller mener un travail d'engagement vers la distribution des surplus de la Restoco vers les acteurs du don alimentaire. Je voulais aussi faire une slide sur ça, parce qu'au-delà d'être engagé à l'échelle agricole sur le volet bio, on a aussi la chance d'être sur un territoire où beaucoup de communes sont déjà labellisées territoire bio engagé. Donc territoire bio engagé, donc il y a l'objectif surfacique, mais il y a aussi l'objectif pourcentage de bio en restauration collective. Donc il faut être à 22% de bio hors taxe sur les communes. Et donc là, c'est une petite répartition. Il nous en reste quelques-unes à accompagner, mais voilà, sur le changement de pratique, on va aller chercher toutes les communes qui ne sont pas encore aux objectifs pour les inciter à. Et je poserai une question en fin d'intervention. En fait, notre principale interrogation aujourd'hui, enfin en tout cas la mienne, c'est qu'on arrive à un état où on se dit, effectivement, on est très engagé en faveur de l'agriculture biologique. Maintenant, aujourd'hui, on a une problématique, enfin en tout cas moi je pose une problématique, c'est l'origine des approvisionnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau dire on veut végétaliser, on veut plus de bio, on a aussi besoin, et du coup j'interpelle les travaux que vous menez au sein de la chaire, ou en tout cas à Bordeaux Sciences Agro, on a déjà beaucoup de travaux avec les chercheurs, entre autres Nathalie Corrade, sur ces questions-là, mais si on pouvait aller engager, enfin on est prêts nous, en tout cas au nom de l'Axe Restoco, je m'engage à dire qu'on aimerait aller travailler sur l'impact effectivement de l'origine des appros, parce que clairement aujourd'hui on n'est pas parfait, on est à peu près certain, hormis au CIVU de Bordeaux-Mérignac qui sur ses 60% de bio a 75% de bio origine sud-ouest, donc c'est-à-dire Grande Aquitaine, j'ai envie de dire. Autant sur le reste, on n'a pas énormément d'appros qui est origine bassin Nouvelle-Aquitaine, j'ai envie de dire, ou en tout cas au-delà de l'impact de l'agriculture, pour nous, ce qui est important, c'est aussi de se poser la question du soutien aux filières sur notre territoire, mais avec les territoires voisins. Parce qu'on sait que sur la métropole, on ne produira jamais assez pour la consommation. Par contre, on a une vraie stratégie de coopération avec les territoires voisins, Gironde, mais plus largement les départements limitrophes sur ces axes-là. Et on a une vraie question à se poser sur l'impact carbone, en tout cas flux, mode de transport et transformation des produits, sur le bio qu'on introduit dans notre restauration collective. Et donc vient le temps finalement de l'adaptation, puisqu'il faut bien regarder sur le long terme. Donc comment adapter les filières bio dans un contexte de changement climatique ? Finalement, quelles pistes pour s'adapter aux bouleversements climatiques répétés ? Thomas, peut-être un mot sur ces phénomènes climatiques récurrents ? Oui, alors un mot, effectivement, et il faut pour ça regarder loin, puis déjà regarder le présent, parce que le changement climatique, il est déjà là. Et donc, comment s'adapter au changement climatique ? En fait, il me semble qu'il y a 3 grands leviers majeurs qu'il faut activer. Le premier, c'est d'éviter l'exposition au changement climatique. Donc, autant que faire se peut, faire en sorte que les extrêmes climatiques, les excès thermiques, par exemple, ne s'expriment pas. Donc, typiquement, ça veut dire créer des microclimats à l'échelle des parcelles, à l'échelle des paysages agricoles, pour faire en sorte qu'on atténue finalement les impacts du changement climatique. Donc, c'est jouer sur l'agroforesterie, jouer sur les haies, parce que ça crée des conditions d'ombrage, des conditions d'humidité qui atténuent les impacts sur les cultures et sur les animaux. C'est aussi stocker de l'eau dans les sols pour faire en sorte que quand la sécheresse s'exprime, on a déjà des stocks d'eau un peu dans les sols. Donc tout ça contribue à éviter l'exposition. Le deuxième grand levier, c'est atténuer la vulnérabilité. Donc c'est mobiliser des variétés, des espèces qui sont moins vulnérables au stress hydrique, au stress thermique. C'est aussi diversifier les systèmes de culture pour faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Faire en sorte qu'on ait des espèces qui soient diversifiées du point de vue de leur vulnérabilité au stress hydrique ou au stress thermique. Et puis le troisième levier, c'est favoriser la résilience. C'est-à-dire quand on s'est pris un excès thermique, quand on s'est pris une sécheresse, faire en sorte que l'écosystème cultivé il puisse revenir à son meilleur état le plus vite possible. Donc pour ça, on a des variétés dont on sait qu'elles récupèrent mieux après un stress thermique. C'est ces variétés-là qu'il va falloir développer.
C'est aussi préserver l'état des sols, les stocks de matière organique dans les sols notamment, parce qu'on sait que ce sont ces stocks de matière organique qui contribuent à la santé des sols, finalement, à la résilience des sols. Et à ces 3 leviers, moi j'aurais tendance à en rajouter un 4e, qui est le fait de voir le changement climatique, bien sûr comme un danger majeur pour l'agriculture, mais aussi comme une opportunité parfois, en faisant en sorte qu'on valorise les effets, entre guillemets, positifs du changement climatique. Donc le changement climatique, il va conduire à déplacer les bassins de production. Il va conduire à faire en sorte que les espèces vont migrer vers le nord, elles vont migrer aussi vers les altitudes élevées. Et donc, finalement, ça va ouvrir de nouvelles opportunités pour de nouvelles cultures. Je mentionnais le cas du soja tout à l'heure dans le grand sud-ouest français, mais c'est aussi, voilà, pour l'arboriculture fruitière, c'est de nouvelles espèces qui vont apparaître dans le paysage. Et donc, jouer sur ces 3 plus 1, enfin ces 4 leviers, ça va être la stratégie d'adaptation. Et je dirais que pour ça, il faut le faire avec un peu de finesse. La première, c'est qu'il va falloir anticiper. Je le disais tout à l'heure, le changement climatique, il est déjà présent. Les effets sur la température vont continuer à s'exercer, mais ils ne seront pas extrêmement visibles d'ici à 2040. À partir de 2040 jusqu'à 2100, on rentre dans un autre monde qu'on ne connaît pas du tout. Mais d'ici là, la tendance, elle peut consister à faire en sorte d'attendre et de voir tranquillement ce qui va se passer, quoi. Sauf qu'en 2040, voilà, on va voir des changements qui vont devenir vraiment beaucoup plus marqués. Or, les systèmes agricoles, ils évoluent lentement. Donc il faut anticiper et il faut d'ores et déjà se positionner dans un monde qui va changer et donc construire de nouvelles filières, construire de nouvelles plantations, notamment pour les systèmes pérennes. Il faut le faire dès maintenant. Le deuxième grand enjeu, c'est de ne pas penser que adaptation sans penser atténuation. Il faut concilier les deux. Donc il faut s'adapter à un climat futur tout en visant l'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc tout en stockant de carbone dans les sols et dans la biomasse, tout en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis enfin, le troisième grand enjeu, c'est éviter la maladaptation, quoi. C'est-à-dire éviter de se projeter vers des mesures d'adaptation qui nous placeraient dans une vulnérabilité. C'est typiquement penser l'irrigation comme la seule solution d'adaptation au futur déficit hydrique, parce qu'on sait que demain, on n'aura pas les ressources en eau pour satisfaire les besoins de l'irrigation tels qu'on les projette aujourd'hui. Et donc, si on pense à l'irrigation comme le seul levier d'adaptation au changement climatique, c'est typiquement une mesure de maladaptation parce qu'on sait que demain, on ne sera pas en mesure, on va se rendre vulnérable vis-à-vis de cette ressource en eau qui va nous manquer. Et justement, à l'échelle du terrain, Caroline, des problématiques émergentes, comme l'a souligné Thomas, arrivent. Comment justement réussir... Oui, pardon. Je sais pas si oui, je vous laisse les passer. je vais essayer d'y arriver cette fois. Que dire là-dessus ? Oui, effectivement. Nous, ce qu'on voit tous les jours. Enfin, là, je voulais vous faire le constat de ce qu'on voit tous les jours et des adaptations qu'on est déjà obligé de travailler. Alors, c'est peut-être un petit peu plus terrain. Vous parliez des espèces qui remontent. Effectivement, nous, on a des ravageurs qui remontent qu'on n'avait jamais vus en région centre avant, ou en tout cas qui nous posaient pas de soucis. Ces ravageurs-là montent plus vite que leurs auxiliaires. Parce qu'ils montent plus vite que leurs auxiliaires. C'est l'exemple de la punaise Nezara ou alors d'une chenille Tuta absoluta. Et là, son auxiliaire, qui est aussi une punaise, elle n'est pas encore remontée chez nous. Donc comment on arrive en fait à gérer ces ravageurs-là, sachant qu'on n'a pas les mêmes solutions qu'il peut y avoir dans le sud de la France. Voilà à quoi on se heurte. On essaye aussi de trouver des solutions, alors sur l'aspect irrigation, par des aspects de mini-stockage à notre échelle, mais aussi de nouvelles pratiques. On travaille sur des gouttes à gouttes de plein champ, on n'en avait jamais mis avant, sur l'utilisation de paillage organique, avec les problématiques agronomiques que ça peut amener et l'impact de leur origine aussi, mais sur l'utilisation de paillage organique où est-ce qu'on peut l'utiliser sans que ça soit le moins problématique d'un point de vue des cultures par rapport au cycle de l'azote, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place. On est aussi obligé
d'accompagner les agriculteurs sur les solutions d'ombrage. Ça nous arrivait peu en région Centre pour le moment. C'est assez pratiqué dans le sud. Le blanchiment des serres, le fait de rajouter des voiles d'ombrage, nous ça l'était pas. Donc qu'est-ce qui va être le plus favorable en fait dans notre région? Qu'est-ce qui va être le plus facile à mettre en œuvre et le moins coûteux? C'est des leviers qu'on est obligé de travailler. Et puis globalement des nouveaux itinéraires techniques, des tomates en plein champ. C'est des choses qu'on ne faisait pas aussi avant. Bon, alors il y a des années comme celle-ci où ça ne réussira pas. Mais voilà tout. Enfin, en fait, cette adaptation au changement climatique, c'est une adaptation des agriculteurs, une adaptation aussi de notre métier de conseil. On est amené de plus en plus à faire des expérimentations chez les producteurs parce que ça bouge assez vite et de faire de l'expérimentation, alors à vocation démonstrative, mais pour comparer différentes pratiques. Les conseiller sur la patate douce, le gingembre, qu'on peut maintenant faire et qui permettent de toujours diversifier les fermes. Monter des nouveaux ateliers, c'est aussi dans le réseau un gros axe de travail, diversifier encore les fermes pour les rendre plus résilientes si possible. Après, pour ça, on aura aussi besoin des filières et des consommateurs pour réussir à faire en sorte qu'ils trouvent des débouchés à toutes ces adaptations-là, quoi. Voilà. Et justement, pour revenir à l'échelle du territoire, Astrid, comment on peut construire ou co-construire, du moins avec tous ces acteurs, depuis la recherche jusqu'à l'agriculteur, finalement, des stratégies sur le temps long et durable? Ouais, en fait, la question comment adapter les filières bio dans ce contexte-là avec les collectivités, je pense que peut-être que nous aussi, il faut qu'on se pose la question. Enfin, on se la pose déjà sur comment s'adapter. Parce qu'en fait, c'est pas qu'au producteur de s'adapter. La collectivité a un rôle assez important. Et quand je parlais de cette histoire d'origine, bien évidemment qu'introduire un produit bio, c'est important. Et en tout cas, nous, c'est un fort enjeu. Maintenant, nous, on est obligé de se poser la question du soutien à cette offre locale. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une nécessaire discussion entre consommation et filière pour arriver à s'adapter l'un à l'autre et en tout cas pour nous permettre de comprendre, entre guillemets, l'évolution face à l'atténuation qu'on pourrait à terme aller porter. Alors, c'est pas évident, hein, je le précisais tout à l'heure, hein, on est soumis à un code de la commande publique qui est européen, qu'on est en train d'essayer tant bien que mal de faire bouger, puisqu'on est membre d'un réseau national qui s'appelle France Urbaine, donc qui rassemble les grandes villes et métropoles de France dans l'idée de faire évoluer le code de la commande publique. Donc on est en train de porter un plaidoyer à l'Europe pour favoriser sur 3 axes. Le premier, c'est justement rendre nos marchés publics plutôt entre guillemets en raccord avec la loi du sol, etc., la qualité de l'eau. Alors il y a déjà des experts, hein, la ville de Rennes, il y a pas mal de collectivités qui l'ont fait. Bon, mais adapté à chaque territoire, bien évidemment. Il y a aussi toute une question de permettre aux collectivités d'avoir un libre choix de la procédure publique qu'elles mettent en place. Aujourd'hui, grosso modo, il y a des seuils régis par un système européen et soit on est dans les seuils, on va sur telle manière de commander et en fonction du seuil, on choisit notre procédure. Et nous, ce qu'on voudrait défendre, c'est de dire comment on relocalise notre alimentation en choisissant pour 50% de nos approvisionnements en valeur d'achat hors taxe, une procédure qui correspondrait un peu plus à ce qui se passe sur notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, même si on y arrive en contournant, et ceux qui disent ce n'est pas possible, ça veut dire que moi je leur dis que c'est faux. En tout cas, c'est notre travail au quotidien avec les acheteurs publics, c'est de démontrer que le local en marché public, c'est faisable. Par contre, si on pouvait avoir une souplesse aussi de la commande publique européenne, ça serait plutôt intéressant. Donc il y a une nécessité d'adaptation, pour le coup, entre les acheteurs et les consommateurs. Alors là, je me positionne sous le prisme de la restauration collective. Mais après, la Restoco, c'est un enjeu important, mais c'est pas le gros de la consommation sur notre territoire métropolitain. Nous, on a énormément de consommation, alors en vente directe, avec tout ce que ça suppose, les déplacements et autres. On est en train de mettre à jour une carte qui s'appelle Manger local pour identifier où sont les producteurs sur le territoire, ou en tout cas les sites où on peut consommer un produit local sur un territoire fortement impacté par le transport, on va pas le nier. Donc là, c'est même pas 20 minutes pour aller sur le site de la ferme. Parfois, suivant où on veut aller, c'est plus. Donc il y a toute une stratégie à mener sur comment on travaille sur ça. Et donc justement, au-delà de nos travaux, on est en train, juste, je précise, un petit travail qu'on mène sur l'axe Restoco avec un site, donc le restaurant de la cité municipale de Bordeaux, en fait, qui est en délégation avec Elior. Et là, on est en train de travailler sur l'identification
ou non, d'ailleurs, on ne sait pas si ça sera une réussite, on l'espère, de pouvoir fournir ce site-là via des tout petits producteurs métropolitains et premières couronnes métropolitaines, alors qui viennent déjà livrer sur la métropole. Hein. L'idée, c'est pas de refaire faire du trajet, et en tout cas de remettre des camions sur la route, mais de bénéficier de leur circuit déjà existant, donc avec une vraie enquête chez les producteurs sur est-ce qu'ils font déjà de la restoco, est-ce qu'ils sont capables de venir livrer sur Bordeaux, si oui, quels produits, sans forcément déstructurer leur système. Et donc là, l'expérimentation devrait normalement commencer septembre-octobre. Et ce qui est vraiment très important pour nous, au-delà de l'atténuation, le changement climatique, c'est vraiment maintenir des producteurs sur notre territoire pour ensuite pouvoir justement alimenter des travaux comme cela et se dire, ok, on engage des actions avec des producteurs à un état zéro. Et comment on emmène tout le monde, grâce à l'acte d'achat de la collectivité, vers une progression et une capacité à s'adapter face à tous ces enjeux. Merci beaucoup. Et ben c'est sur cette ouverture d'adaptation, justement, que l'on vous invite à poser des questions. Je ne sais pas s'il y en a déjà dans la salle par rapport aux interventions. Merci. Je vais juste me permettre, dans la foulée de l'intervention d'Astrid, de faire un petit complément sur le volet agriculture et l'intervention de la métropole dans le cadre de son projet alimentaire territorial, puisqu'on a effectivement des actions de soutien financier, notamment aux investissements sur les exploitations, notamment pour soutenir la filière bio. Mais malgré tout, donc ça fait partie plutôt d'un levier à disposition des collectivités, mais il faut comprendre que l'intervention des collectivités est limitée dans un cadre réglementaire. Typiquement, le soutien à une entreprise agricole est permis dans le cadre d'un conventionnement avec la région qui porte la compétence de développement économique. Donc il faut comprendre qu'une collectivité territoriale, même si elle porte des ambitions fortes sur le développement de l'agriculture biologique, et c'est le cas pour la métropole, Astrid l'a dit, on a des objectifs de développement surfacique, on est à 20% aujourd'hui. L'idée, c'est de monter encore ce chiffre, si c'est possible, en tout cas dans les années à venir. Malgré tout, on a des leviers d'action qui sont limités. Donc la région est pilote sur l'aide au développement économique des entreprises. Donc on est en convention avec la région pour pouvoir intervenir. Donc ça nous permet quand même de soutenir les producteurs bio, mais pas que. Ce que je voulais préciser, c'est qu'on porte aussi une attention particulière à la diversification des systèmes de production agricole, à l'agroforesterie et aux pratiques de l'agroécologie. On a aussi des actions de soutien financier à la plantation d'arbres, au maintien de bonnes pratiques et notamment d'agroforesterie sur les exploitations agricoles, qui vient un petit peu compléter les effets positifs de l'agriculture biologique. Mais du coup, on intervient aussi auprès d'exploitations qui n'ont pas forcément le label en agri-bio. Je voulais dire plein de choses et en même temps être concise, donc ça va être compliqué. Qu'est-ce que je voulais effectivement donc la filière, t'en as parlé. Alors peut-être juste, oui, un dernier point. Moi, il me semble que c'est intéressant quand vous parlez de dissocier, de différencier les systèmes d'élevage entre monogastrique et ruminant, d'amener aussi un élément de regard précis sur les systèmes à l'herbe versus, donc au sein de l'élevage ruminant, versus ceux qui sont plus intensifs. Parce que effectivement, la variable stockage de carbone n'est plus du tout la même et que du coup, c'est un élément important qui pèse sur le bilan carboné de l'exploitation d'élevage. Voilà, simplement, il me semble que vous ne l'avez pas forcément pointé, mais c'est un point important qui me paraît... Et d'ailleurs, pour rebondir, les 20% de SAU en bio aujourd'hui sur la métropole métropolitaine sont essentiellement liés à la part des prairies permanentes qui pèsent sur la SAU totale. On est à peu près à 5500 hectares de surface agricole. Ça fait à peu près 10% de la surface de la métropole. Aujourd'hui, ce bon résultat sur la bio, on l'obtient grâce aux filières d'élevage à l'herbe plutôt extensives. Voilà. Et dans les zones de marée. Et dernier point, et après je promets que je rends le micro, nous on a un gros sujet lié à l'adaptation qui est plus en lien avec le risque inondation, puisque le territoire métropolitain est particulièrement assujetti à l'inondation. Il se trouve pour des questions d'organisation spatiale et aussi de la ville, puisque l'agriculture malheureusement n'est pas la première préoccupation, n'a pas toujours été la première préoccupation d'une grosse métropole comme Bordeaux Métropole, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de surfaces agricoles couvertes par un PPRI et donc en zone rouge, donc assujetties à un risque inondation important, qui vient aussi re-questionner l'adaptation des pratiques
à ce risque inondation et qui est également un élément, un aléa important qui va compter de plus en plus avec l'évolution climatique qui est en jeu. Voilà, donc l'agriculture métropolitaine est vraiment concernée, comme toutes les agricultures, mais aussi à plusieurs titres et en particulier au risque face à cet aléa, ce risque inondation. Voilà. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions ? Je rappelle que nous aborderons les stratégies d'adaptation au changement climatique en atelier cet après-midi. Bonjour à tous les quatre. Je vous sollicite moi, pour un avis. Je vais essayer d'avoir une pensée la plus claire et audible possible parce que ça peut être complexe des fois. Mais on est dans un système un peu à bout de course sur la production et les producteurs ont des grandes difficultés. On est parallèlement dans un système capitaliste où il faut de la croissance et notamment indicateur PIB est très important pour les gouvernants. Par rapport à tout ce que vous avez dit, donc Mademoiselle Lebrit notamment, quel est selon vous, à votre avis, entre l'hypertechnicité qui pourrait solutionner, d'après certains, notamment piéger le carbone, etc., ou par rapport à des pratiques beaucoup plus conventionnelles, d'Amish, dirons-nous, quel est selon vous l'arbitrage possible, à votre avis, quelle est la tendance actuelle et est-ce qu'on aura la possibilité de faire une agriculture bio de petites structures, de petite taille, plutôt paysanne, ou est-ce qu'on va forcément aller vers quelque chose de massifié ? Alors, je peux essayer de vous répondre par rapport aux premiers résultats, parce qu'on a pu avoir, nous, en région Centre, plutôt. Je vais me baser sur les chiffres de ce que j'ai vu plutôt que sur mon avis. En fait, on a pu diagnostiquer des fermes très diversifiées. Celle que j'ai pu vous montrer là, qui est vraiment un système peu mécanisé et des fermes beaucoup plus mécanisées sur des surfaces plus grandes. Et ce qu'on voit, c'est que c'est pas forcément les plus mécanisées et les plus innovantes qui ont les bilans carbone les émissions, on va parler juste des émissions, qui ont des émissions les plus faibles. Les tout petits systèmes, effectivement, ils ont du mal. Là, on avait un système qui fonctionnait bien, mais des plus petits systèmes, c'est pas ceux qui montrent les émissions les plus faibles rapportées à l'hectare ou à l'unité produite. On arrive à avoir des systèmes qui font 5, 7, 10 hectares. Alors pour nous, c'est plutôt moyen en région Centre et qui optimisent bien leurs intrants et les investissements qu'ils ont pu faire et arrivent à bien mobiliser les leviers pour diminuer au mieux leurs émissions. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je prends la suite. J'avais une question pour savoir où en était la recherche en bio en France, parce que on entend que les catalogues de semences bio se restreignent de jour en jour, ça devient une vraie problématique. On a certaines filières où on n'a pas encore trouvé les bonnes techniques, comme par exemple sur les fruits à noyaux, en bio, on ne sait pas bien faire. Et souvent, la recherche se fait plus directement dans les exploitations. Donc, je voulais votre avis là-dessus, votre vision. Oui, alors un mot, je ne vais pas avoir la prétention d'avoir une vision complètement exhaustive, et puis par recherche, il faudrait préciser un petit peu ce qu'on entend entre la recherche plutôt amont, plutôt fondamentale, qui essaie de se projeter un peu loin, qui regarde les grands mécanismes, et puis la recherche beaucoup plus appliquée qui peut être faite avec les instituts techniques, dont l'ITAB entre autres, mais il y en a pas mal d'autres, qui visent des résultats beaucoup plus applicables, beaucoup plus en lien avec la demande directe des agriculteurs. Voilà, donc c'est un ensemble assez vaste, il faudrait prendre le temps de décortiquer, je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire ce matin. Moi, je peux parler de l'activité qu'a INRAE, donc avec une recherche plus amont, je dirais. Il me semble que l'INRA antérieurement, puis aujourd'hui INRAE, a une activité assez significative sur l'agriculture biologique.
En fait, c'est même le premier organisme publiant au plan mondial sur l'agriculture biologique. Et notamment, cette activité, elle passe par ce qu'on appelle un métaprogramme, c'est-à-dire un programme transversal qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années sur l'agriculture biologique, transversal aux différents départements que constitue INRAE, donc les départements élevage, production végétale, économie, transformation agroalimentaire, etc. Alors certes, effectivement, on peut considérer que c'est bien, mais c'est pas suffisant. Effectivement, parce que les enjeux sont pressants, parce que on voit bien que la recherche globalement, elle galope derrière des enjeux qui vont vite. Le changement climatique, ça va très vite. L'arrivée de nouveaux ravageurs, les espèces invasives, ça va très vite. Et donc, oui, on est un peu en défaut, c'est sûr. Mais il me semble qu'on on part pas de rien. Par contre, ce qui mérite d'être consolidé, c'est, je pense, le lien avec la recherche plus appliquée, plus opérationnelle, qui doit être portée par les instituts techniques, qui doit être portée aussi par les chambres d'agriculture. Elles doivent jouer ce rôle-là. Et là, effectivement, il y a peut-être des passages de relais qui pourraient être améliorés, c'est certain. Et là, je vais parler au titre de la chaire. Une des ambitions de la chaire, c'est aussi d'organiser ces passerelles et ces lieux d'échange entre les acteurs économiques de la bio qui ont des besoins et les faire remonter aussi aux acteurs de la recherche. C'est une des missions de la chaire. On essaye en tout cas d'y contribuer. Merci. Est-ce que d'autres souhaitent... Il n'y a pas d'autres questions. On va peut-être passer... Merci beaucoup aux intervenants, en tout cas, pour leurs interventions. Et on va peut-être passer aux remises du prix de thèse.